Bonjour à tous, merci d'être avec nous comme tous les vendredis à midi pour ce point sur l'actualité du Covid-19 avec moi-même, le docteur Scardi Aviari, médecin de santé publique et spécialiste en développement de médicaments, et avec le docteur Renaud Prével, praticien, chercheur et réanimateur à Bordeaux. Bonjour Scardi, bonjour à tous. Donc, comme d'habitude, vous nous retrouvez en direct et en différé le soir même sur Mediscoop et sur YouTube. N'hésitez pas à poser des questions à la fois sur l'outil de Mediscoop ou même directement en commentaire sur les vidéos. Plus on a de retours, plus c'est utile, plus ce qu'on fait est utile. Alors, on commence comme d'habitude avec les dernières données de l'épidémie. Donc, l'épidémie est en train de se calmer, mais n'a pas l'air de vraiment régresser par rapport à la semaine dernière, en ce début de déconfinement. On est à plus de 140 000 cas, plus de 27 000 décès. La progression du nombre de nouveaux cas que vous voyez en bas, on est à quelques centaines. Alors, il y a des variations d'un jour à l'autre, mais on est autour de 500, qui était un peu ce qu'on attendait. Plus vraiment de décroissance sur les 10 derniers jours. Donc, est-ce que c'est parce que les pratiques ont un petit peu changé, les gens se comportent différemment avec le déconfinement, par exemple? Difficile à dire à ce stade. Le nombre de cas en réanimation continue à baisser. La semaine dernière, Renaud, tu nous disais que tu n'avais pas admis de nouveaux patients Covid depuis quelques temps. Non, nous, il y a plus d'admissions et vraiment de moins en moins de patients ventilés de façon invasive. Donc, on est en train de vider les réanimations, en tout cas dans le sud-ouest, des patients atteints du Covid et qui avaient besoin d'une ventilation mécanique. Et puis, le nombre de patients hospitalisés en haut à gauche qui continue à baisser aussi. Là, c'est les dernières données des PCR effectuées en ville. Donc, on n'a pas l'équivalent pour les hôpitaux. En tout cas, c'est pas consolidé et public. Donc, vous voyez que la proportion de tests positifs, qui est en rouge par rapport au gris, continue à baisser. Et donc, elle est assez faible. Donc, c'est vraiment un signe que c'est pas juste parce qu'on teste moins qu'on a moins de cas, mais il y a vraiment moins de cas. Alors après, la question de savoir combien de cas on rate actuellement, elle est difficile et il y a vraiment peu de données pour le dire. On sait que forcément on rate des cas parce qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques, par exemple, mais on aurait du mal à dire à ce stade combien. Le suivi des contacts est en train de monter en puissance, mais pour le moment, ça balbutie encore un peu. Avec un peu de chance, enfin avec un peu de chance et un peu de compétence, on arrivera à faire le suivi de contact de telle sorte qu'on ratera très peu de cas et qu'on saura vraiment ce qui se passe. Mais ça demandera un effort spécifique assez lourd. Là, vous avez les résultats des PCR positives en ville cette semaine versus la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, c'est à gauche et cette semaine, c'est à droite, les dernières données disponibles. Donc, ça baisse un petit peu partout sur le territoire. Ça monte un peu à Bordeaux. Donc, il y a peut-être des petits, en Aquitaine, il y a peut-être des petits clusters en ville qui sont en train d'émerger. Ces données sont a priori les plus sensibles, puisque même si on fait les tests à l'hôpital, c'est souvent en ville qu'on va voir émerger des petits clusters d'épidémies si localement il y a des épidémies reprend. Sachant que l'épidémie est évidemment un peu active, à bas bruit, un peu sur tout le territoire actuellement. On passe aux actualités des grands journaux médicaux de cette semaine. Le premier, c'est un essai randomisé sur l'interféron et la ribavirine. Donc, c'est des traitements qui étaient utilisés il y a quelques années dans le virus de l'hépatite C, beaucoup moins maintenant avec les antiviraux d'action directe, qui ont été donnés dans cet essai en add-on du Kaletra, du lopinavir-ritonavir, à Hong Kong. Donc, vous pouvez voir à gauche que c'était des patients qui étaient plutôt jeunes. Il n'y en avait qu'un quart qui était au-dessus de 60 ans. Ils ont été pris tôt dans la maladie, ce qui est bien et relativement inhabituel pour les essais. Donc là, c'était à J4, J5. Et puis, vous voyez à droite, donc les courbes, la plupart des courbes, c'est des PCR, sauf en haut à gauche où c'est un score clinique. Et vous avez une décroissance plus rapide dans le bras intervention que dans le bras contrôle. Donc, ces deux médicaments, l'interféron et la ribavirine, semblent avoir une utilité, en tout cas s'ils sont donnés tôt. Après, une des questions qu'on peut se poser, c'est que c'était un régime qui était assez lourd, enfin, qui avait pas mal d'effets secondaires quand il était utilisé largement contre le VHC. Il était aussi utilisé plus longtemps que ce qui peut être envisagé contre le Covid. Donc, on peut vraiment se poser une question sur quel type de patient est-ce qu'on pourrait vraiment utiliser ce traitement. Un petit point aussi, c'est que l'interféron, c'est pas tout à fait la forme d'interféron qu'on a chez nous. C'est le 1B et nous, on a le 2A et le 2B. Alors, à quel point on peut extrapoler, c'est pas strictement évident, mais compte tenu de l'expérience qu'on a avec le VIH, avec une induction finalement d'une immunité aspécifique antivirale, on peut imaginer que c'est à peu près la même chose avec les formes d'interféron disponibles chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça? A priori, ce serait plutôt pour des patients pris tôt, mais à forte chance de s'aggraver et qui ont un état général par ailleurs qui permettrait d'utiliser ces médicaments. C'est assez difficile de donner des recommandations. C'est un essai un peu particulier qui est donné en plus en ajout d'un antiviral, mais il faudra
il faudra vraiment réfléchir à comment utiliser cette combinaison en pratique. Oui, puis c'est un peu un pot pourri aussi, avec et ribavirine et interféron, ça fait peut-être beaucoup. Donc il faut revoir ça. Mais c'est vrai que ça a le mérite d'être sur un timing très précoce, ça tu l'as souligné. On en avait pas mal parlé les semaines dernières. Il faut être très vigilant à ça. Et là, c'est quand même intéressant. L'autre question qui se pose quand même, c'est qu'ils ont que une grosse centaine, 120 patients, et que c'est, comme tu l'as souligné, des médicaments qui ont des effets secondaires connus et qu'ils n'avaient pas assez de patients là pour pouvoir vraiment étudier les effets secondaires. Et quand on est en prévention de quelque chose, le rapport bénéfice-risque est encore plus intéressant et doit être regardé d'encore plus près. Ouais, à ce titre, il y a des scores cliniques pour prédire l'aggravation, enfin cliniques et biologiques qui sont en train de sortir pour prédire l'aggravation, qui seraient probablement très utiles. Vous prenez des gens tôt, vous savez qu'ils sont à risque élevé de s'aggraver parce qu'ils ont, je sais pas quoi, une lymphopénie, une interleukine 6, de la CRP, de la procalcitonine. C'est peut-être comme ça que ça va être le plus utile. Vous avez un traitement par l'anakinra, qui est un anti-interleukine 1. Alors, c'est pas un essai randomisé, c'est pas très clair comment ils ont choisi quel patient a été traité ou pas. Cela étant dit, le groupe de patients qui n'a pas reçu le traitement était plutôt moins grave et il a quand même fait plus de complications. Donc, le biais est plutôt dans l'autre sens. Ils ont donné le traitement aux patients les plus graves et ils s'en sont mieux sortis à la fin sur la survie à gauche et un peu mieux sur un critère composite survie et ventilation mécanique. Donc ça, c'est potentiellement intéressant. Il y a eu des essais dans le passé de l'anakinra sur des syndromes de détresse respiratoire aiguë, alors où en population générale, ça n'avait pas l'air positif, mais des analyses en sous-groupe avec des marqueurs de syndrome d'activation macrophagique étaient plutôt positifs. Et dans les études d'autopsie dont on a parlé les dernières semaines, c'est quelque chose qui avait été évoqué. Il y avait des signes de syndrome d'activation macrophagique. Donc, c'est pas complètement délirant d'utiliser ça c'est même plutôt une bonne idée d'essayer ça dans le Covid. Après, ça reste un essai rétrospectif de petite taille. Sachant que c'était une des molécules envisagées dans la cohorte corps immuno, dont on reparlera peut-être un petit peu plus tard sur les déboires qu'ils ont eus, mais c'est clairement une cible thérapeutique intéressante et à envisager. Alors, effectivement, on peut dire un mot rapide sur corps immuno. On n'a pas spécialement d'études autour de l'interleukine 6. Donc, il y avait eu des résultats préliminaires qui avaient été publiés, mais sans chiffres, comme quoi c'était positif. Et puis finalement, les gens de l'étude, notamment le comité de suivi de l'étude, a démissionné. Donc, il y a eu peut-être un peu de précipitation dans l'annonce de ces résultats. Et en tout cas, pour le moment, on n'a pas plus de données à se mettre sous la dent. Donc ici, on a un essai du lopinavir-ritonavir, donc le régime qui était donné en background dans l'essai interféron-ribavirine dont on parlait juste avant. Et il n'y a pas l'air d'avoir un effet. Bon, ils ont trouvé un petit sous-groupe où ça a l'air d'aller un peu mieux, mais l'effet n'est pas majeur. Et pour expliquer peut-être la négativité, c'est qu'on voit que la durée entre le début des symptômes et la randomisation était à 13 jours dans les deux groupes, et donc probablement trop tard. Sur le SARS non-CoV-2, initialement, il y avait eu des papiers qui suggéraient que les traitements antiviraux étaient utiles quand on les utilisait dans les 8 à 10 premiers jours. Donc là, on était après, et ça peut expliquer l'absence d'efficacité. Ouais. Sachant que le premier SARS, contrairement à celui-là, la charge virale avait tendance à continuer à augmenter après le début des symptômes et le pic était tardif par rapport au début des symptômes, alors que celui-là, ça ressemble plus à la grippe où ça redescend à partir du moment où on fait le diagnostic. Donc probablement, celui-là, il faut aller encore plus vite que le premier SARS. Donc ici, c'est une étude rétrospective. Il y a eu 2 études à New York sur l'hydroxychloroquine, plus ou moins l'azithromycine. Donc là, c'est pas des données de patients, c'est une analyse statistique. En fait, c'est le résultat d'une analyse statistique qui donne ce qui se passerait si on suivait des cohortes de patients similaires à qui on donnait différents médicaments, donc avec des analyses multivariées, de façon un peu particulière de représenter les résultats. Et en gros, l'hydroxychloroquine n'a pas vraiment d'effet. L'azithromycine peut-être, mais on peut pas vraiment dire, on n'a pas vraiment assez de données. Donc rien de spécialement encourageant pour l'hydroxychloroquine sur cette grande cohorte de un peu plus d'1 millier de patients. Et avec tous les limites de ce type d'études, effectivement utilisées, qui modélisaient dans des populations différentes, il retrouvait quand même statistiquement une possibilité de sur-risque d'arrêt cardiaque à la combinaison hydroxychloroquine-azithromycine. Et donc, je pense que probablement qu'on s'est un peu emballé. Il y a eu un emballement autour de cette bithérapie, mais je suis franchement pas sûr que ce soit une bonne idée de le donner aux patients. Donc pareil à New York, sur un critère composite d'aggravation, pas de bénéfice de l'hydroxychloroquine et en analyse ajustée, c'est la même chose.
Ensuite, une autre étude, donc on a parlé pas mal du BCG, où les gens avaient l'impression que dans les pays où on vaccinait contre le BCG dans l'enfance, ensuite on faisait moins de Covid quand on le rencontrait à l'âge adulte. Ici, c'est une étude qui a été faite en Israël, parce qu'à un moment de l'histoire d'Israël, les immigrés étaient vaccinés au BCG et cette politique a été supprimée. Et donc, vous avez les gens qui sont rentrés juste avant la politique versus ceux juste après, qui peuvent fournir un bras intervention et un bras contrôle avec une sorte d'expérience naturelle. Et donc ici, en fait, les taux de positivité sont très similaires dans les deux groupes, ceux qui sont arrivés juste avant et juste après. Ceux qui ont reçu le BCG, ils sont en noir, donc ils ont même un taux un peu plus élevé de positivité au Covid-19, peut-être parce qu'ils sont un tout petit peu plus vieux, par exemple. Mais en tout cas, avec ces données de niveau individuel, rien qui permette de dire que la vaccination BCG est protectrice, la vaccination BCG dans l'enfance est protectrice contre le Covid. Après, pour ce qui est d'utiliser en prophylaxie juste avant de le recevoir ou au tout début de la phase aiguë, ça, on n'en sait rien. Il y a des essais qui sont en cours, mais on n'a pas eu de résultats sur ça. Sachant que le rationnel, je crois qu'on avait un peu parlé la semaine dernière, c'est qu'il a été démontré que quand les enfants qui étaient vaccinés contre le BCG, en particulier en Afrique, avaient un risque d'infection grave dans l'enfance qui diminuait, probablement parce qu'on primait la réponse innée, en particulier les neutrophiles. Et donc, on ne sait pas du tout si cette réponse antibactérienne, vu que c'était ce qui était regardé dans ces études-là, joue aussi sur la réponse antivirale. Et la première indication, comme tu le disais, n'a pas l'air en faveur. Voilà. Et puis tout ce qui est surinfection, etc., de la tuberculose, c'est difficile de dire quel est l'apport des uns et des autres. Alors là, c'est une étude assez intéressante. Donc, on a parlé pas mal des IEC et des ARA2, qui n'ont pas l'air d'augmenter l'incidence de Covid-19, mais qui ont l'air d'être associés à une évolution plus favorable. Donc ici, c'est une étude qui sort sur une très grande cohorte en Grande-Bretagne sur le virus de la grippe, donc pas sur le Covid-19, mais sur la grippe, et qui retrouve une incidence plus faible de grippe chez les gens qui prennent des IEC et des ARA2. Donc c'est les courbes que vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a plus bas, c'est qu'ils ont fait des analyses en sous-groupe en fonction du temps pendant lequel les gens ont pris des IEC ou des ARA2. Donc une des questions qu'on peut se poser, c'est OK, si ces médicaments ont un effet sur des virus respiratoires, le Covid-19 ou même la grippe, est-ce que à la phase aiguë, ils peuvent servir à quelque chose ou est-ce qu'il faut les avoir pris pendant longtemps pour avoir le remodelage des artérioles et de la vascularisation fine qui ferait qu'on aurait un meilleur pronostic ou moins d'incidence, etc. Donc ici, ils trouvent qu'il faut avoir pris les médicaments pendant longtemps pour avoir cette baisse d'incidence. Et donc, c'est plutôt peut-être un argument en défaveur de l'utiliser à la phase aiguë. Donc clairement, pas de sur-risque avec ces médicaments si on les prend depuis longtemps, aucune raison de les arrêter, mais un argument peut-être pour tempérer un enthousiasme quant à l'usage de ces médicaments à la phase aiguë. Alors, c'est de l'incidence et pas de la gravité, c'est la grippe et c'est pas le Covid, mais ça donne quand même une idée. Alors ici, quelques études sur les manifestations neurologiques. Donc là, c'est un cas de méningoencéphalite avec des images à l'IRM et au flair notamment. Là, vous avez une étude sur la rétine avec de la tomographie en cohérence optique qui retrouve des anomalies chez 12 patients sur 12 qui ont eu cet examen. Et puis le fond d'œil qui retrouve des anomalies chez 4 patients sur 12 avec des toutes petites hémorragies et des images anormales. Donc peut-être un effet sur le système nerveux. La rétine, c'est la porte du cerveau, comme disent les ophtalmos. Sachant qu'il y avait une autre étude là en autopsie sur la présence de virus dans différents tissus dans le corps. Donc à gauche, vous avez les poumons et le pharynx. Là, très bien comme d'habitude, on trouve du virus chez tous les patients. Et là, ils en trouvent à droite aussi dans d'autres organes, donc les reins, dont on a pas mal parlé, le foie, dont on a un peu moins parlé, mais qui a l'air aussi touché par le virus. Donc là, à chaque fois, c'est une majorité de patients. En rouge, vous avez la médiane et en gris, vous avez 1 point par patient. Donc vous avez quelques patients en gris en bas qui n'ont rien dans les reins, rien dans le foie. Même chose avec le cœur. Et puis dans le cerveau et le sang, vous avez quand même quelques patients, même si c'est une minorité, qui ont du virus dans le cerveau. Donc ça peut avoir des effets à la phase aiguë, ça pourrait avoir des effets à plus long terme. On ne sait pas encore quel est le sens de ces anomalies. Sachant que c'est vrai qu'on contredit un peu les premières études qu'on avait vues autopsiques où ils ne trouvaient pas d'inclusion virale dans le myocarde en particulier. Et là, sur une cohorte un peu plus grande, il y a l'air d'avoir certains patients, ce qui pourrait expliquer en partie les myocardites. Ce n'est pas forcément les lésions de vascularite. Il y a peut-être une atteinte directe du virus, mais ça reste à préciser sur de plus larges cohortes avec des imageries ou avec des biopsies de façon un peu plus systématique.
Ouais, sachant qu'évidemment, les méthodes d'investigation sont pas totalement au point au début de l'épidémie, donc c'est possible qu'on découvre des choses parce qu'on était mal capable de les détecter précédemment. Là, vous avez une autre étude de transmission chez le chat. Ils ont inoculé des chats avec le Covid-19 et ils peuvent avec le SARS-CoV-2, et les chats peuvent excréter et se le transmettre entre eux. Alors, c'est un peu inhabituel d'avoir une étude dans le New England parce qu'on inocule des chats, mais ça peut éventuellement être utile si vous avez des chaînes de transmission un peu incompréhensibles, mais que vous avez pas mal d'animaux domestiques, et en particulier des chats. Ça peut être ça un des éléments de la chaîne de transmission. Alors, c'était des excrétions qui étaient plutôt plus courtes que ce qu'on a chez l'humain. Ici, donc on parlait la semaine dernière de ces syndromes de Kawasaki chez les enfants qui pourraient être une manifestation du Covid. Donc là, on a une étude de cohorte italienne qui retrouve dans la courbe épidémique en haut à gauche. Vous voyez par rapport aux années précédentes, vous avez un énorme pic en 2019 d'admission pour maladie Kawasaki ou pour un syndrome similaire et qui colle à peu près avec la chronologie de l'épidémie. Donc, dans cette étude, ils ont fait des PCR qui étaient la plupart du temps négatives et des sérologies qui étaient souvent positives à distance de l'épisode aigu. Donc, évidemment, quand on voit une courbe comme ce qu'on a en haut à gauche, on a du mal à imaginer que ce soit autre chose que le virus. Néanmoins, c'est bien de vérifier et il semble que ça soit le cas. À la sérologie, elle est positive. On a une autre étude française qui retrouve à peu près la même chose, un peu plus de PCR positives, mais de la même façon, des sérologies positives la plupart du temps. Et puis quelques sérologies négatives qui correspondent en fait à l'incidence habituelle de la maladie de Kawasaki. Alors, au niveau de ces patients par rapport à ceux qui ont la maladie de Kawasaki d'habitude, enfin, en tout cas les années précédentes dans cette cohorte, ils sont un peu plus vieux. Donc, l'âge médian est à 7 ans et demi, même s'il y a des grandes variations, ça touche un peu tous les âges. La plupart des patients étaient asymptomatiques, donc c'est aussi un point important. C'est pas on fait un épisode de Covid et au décours on surveille s'il n'y a pas une maladie de Kawasaki. C'est en fait le plus souvent le petit patient sera asymptomatique et sa forme de Covid, ça sera une maladie de Kawasaki. Alors ça reste rare, mais c'est quelque chose à garder à l'esprit. Si vous avez une notion de comptage et que vous avez commencé à avoir des signes d'appel, il faut penser à ça. Sachant qu'en France, on en est à peu près à 125 cas actuellement et que malheureusement, il y a eu un décès sur une présentation très probable de myocardite sur un Kawasaki, probablement en rapport avec le Covid-19. Et donc, cette forme de maladie Kawasaki un peu différente, plus inflammatoire, avec la CRP et puis la lymphopénie un peu caractéristique du Covid. Ici, vous avez un outil de prédiction de la sévérité. On parlait de ça tout à l'heure. Donc, il y a pas mal d'outils qui commencent à sortir à droite à gauche. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est librement disponible sur Internet à l'adresse IP que vous avez en bas à gauche. Donc, c'est quelque chose qui a été fait en Chine, à Canton. Et les facteurs de risque qui ont été rentrés, donc c'est les anomalies à la radio, l'âge, l'hémoptysie, la dyspnée, la perte de conscience, le nombre de comorbidités, les antécédents de cancer, le ratio neutrophile-lymphocyte, les LDH et la bilirubine. Donc, à peu près le genre de choses qu'on avait comme facteur de gravité dans d'autres études. Il y a certaines choses qui sont pas là, l'interleukine 6, la CRP, elles n'étaient pas forcément disponibles pour tous les patients. Et puis, elles sont probablement collinaires avec certaines des variables qui sont là, c'est-à-dire qu'elles apportent la même information. Donc, qu'on mette l'une ou l'autre, c'est pas très différent. Donc, une courbe ROC qui est pas excellente, mais qui est quand même pas trop mal, que vous voyez à droite. Mais le message, c'est quand même qu'on reste sur le même type de patients à risque, entre guillemets, des patients autour de 60 ans, hypertendus, obèses, diabétiques. Effectivement, les neutrophiles qui sont dans beaucoup d'études. Et puis après, le reste, les comorbidités, évidemment. Et après, dans les paramètres biologiques, ça varie un peu en fonction des études, mais ça tourne quand même souvent soit autour des LDH qui peuvent être un marqueur d'atteinte d'organes. Là, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'éléments en rapport avec le rein. Alors, il y a plusieurs équipes qui ont l'impression qu'il y a certains marqueurs rénaux qui pourraient être corrélés à l'évolution de la maladie ensuite. Mais en tout cas, il y a plusieurs scores comme ça qui vont sortir là dans les jours et les semaines à venir, mais avec quand même toujours l'âge, les comorbidités et l'HTA diabète dans les facteurs. Ça, c'est vraiment le noyau dur de tous ces scores-là. Là, c'est une série d'autopsies. Donc, en Allemagne, à Hambourg, pendant un moment, ils autopsiaient systématiquement les patients qui décédaient du Covid pour essayer d'en apprendre plus sur cette maladie. Donc, on a une série de 12 autopsies. Ce que vous voyez en haut, c'est les infiltrats inflammatoires dans le poumon. Et puis en bas, vous avez des thromboses. Donc, ils ont repéré des thromboses veineuses profondes chez 7 patients sur 12 autopsiés.
Et puis, ils établissaient l'embolie pulmonaire comme la cause du décès chez 4 patients. Donc, ça rejoint ces anomalies de la coagulation dont on parle depuis quelques semaines, sur un mode plutôt plus grave que ce qu'on a vu jusqu'ici. Jusqu'ici, on voyait pas vraiment de grosses embolies pulmonaires, mais c'était plutôt des choses, des petits vaisseaux qu'on avait du mal à voir. Donc, ça renforce l'idée qu'il faut faire attention à ça et qu'au minimum, il faut le dépister agressivement et qu'on pourrait discuter un traitement prophylactique. Alors, sachant que je parle du traitement prophylactique, dans certaines études, même sous traitement prophylactique, ils repéraient des anomalies de la coagulation qui repéraient, la plupart du temps, c'est par thromboélastographie, ce qui est un peu inhabituel comme examen, mais ça peut être une solution. Alors, on a fait l'actualité des grands journaux, on passe aux prépublications, comme d'habitude. On commence par les traitements. Alors, ici, donc, traitement prophylactique ou curatif. Ici, c'est un vaccin, donc chez la souris, d'une équipe chinoise qui marche bien, qui fait synthétiser des anticorps neutralisants aux souris. Donc, globalement, il y a pas mal de vaccins qui sortent et il n'y a pas l'air d'avoir trop de difficultés à synthétiser des anticorps neutralisants et à améliorer dans des modèles animaux les infections. C'est ce qu'on voit aussi sur l'étude suivante, qui cette fois est chez le singe et d'une équipe américaine. Alors là, ce qui est intéressant de noter, c'est que les singes en haut, vous voyez en haut à gauche dans le graphe, c'est un score de sévérité clinique chez le singe. Vous voyez que les singes vaccinés en rouge font aussi des symptômes cliniques. Alors, ils n'ont pas de virus profondément dans les poumons, dans les liquides de lavage broncho-alvéolaire. C'est ce que vous voyez en haut au milieu. Donc, en bleu, c'est ceux qui ne sont pas vaccinés, qui ont du virus, et en rouge, pas de virus. Par contre, dans les voies aérodigestives supérieures des singes, il y a quand même de l'ARN de virus. Donc, il serait possible que le virus se multiplie un petit peu localement avant qu'il soit rattrapé par le système immunitaire qui a déjà été éduqué contre lui à l'aide d'un vaccin. Donc ça, c'est peut-être à garder à l'esprit. Si un vaccin sort, il y aura peut-être plusieurs vaccins qui vont sortir, qui seront plus ou moins disponibles. Certains vaccineront une partie de la population, d'autres une autre partie. C'est pas forcément évident que le vaccin fournira une protection complète. Il y a des vaccins qui sont très utiles, qui fournissent une protection incomplète. Le BCG, les vaccins contre la grippe. Donc c'est quelque chose qui est à garder à l'esprit. On pourrait avoir des chaînes de transmission qui passent, y compris par un individu vacciné. Puisque tu parles du vaccin contre la grippe, on a une question sur est-ce qu'il y aurait une immunité croisée, au moins même partielle, entre la vaccination contre la grippe et le Covid après? Alors, j'ai vu aucune étude en ce sens et il n'y a pas de raison a priori de le suspecter puisque c'est des protéines qui sont très différentes. Il n'y a pas phylogénétiquement, il n'y a pas de proximité entre les deux. Le mieux qu'on aurait, ce serait éventuellement entre les autres coronavirus et celui-là. Les autres coronavirus qui donnent des rhumes un peu banaux. Mais pour le moment, on n'a pas vraiment de données pour dire ça. Sachant que les anticorps ne donnent pas d'immunité croisée en général jusqu'à maintenant, enfin en tout cas de haut niveau, entre les autres coronavirus et celui-là. Les anticorps sont pas neutralisants pour l'autre virus. Donc, a priori, non. Là, on a une étude sur le célécoxib, donc avec des dosages qui étaient effectués chez les patients qui montraient une augmentation des prostaglandines au cours du Covid-19. Et donc, cette équipe a essayé le célécoxib et a trouvé plutôt une évolution plus favorable chez les patients chez qui ils en ont donné. Alors, c'est une prépublication, c'est vraiment pas clair comment ils ont décidé à quel patient ils donnaient le célécoxib ou pas. Donc, c'est vraiment difficile d'en dire grand-chose, mais c'est une nouvelle hypothèse qui potentiellement est intéressante. Suivante. Là, on a une autre de ces études sur les données de sécurité sociale ou d'équivalent local de sécurité sociale. Ici, c'est en Corée, où on regarde quels médicaments sont pris par les gens et est-ce qu'ils font des Covid-19 ou pas. Est-ce que ça augmente ou pas l'incidence et éventuellement la gravité en aval. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un médicament qui ressort. Alors, c'est un médicament qui n'est pas utilisé chez nous et qui n'est pas disponible, qui est le Camostat. Mais je l'ai mis parce que c'est un inhibiteur direct d'une protéase qui est utilisée pour le virus, TMPRSS2. Qui favorise la création du virus un peu comme de la même façon qu'il y a son récepteur, l'ACE2. Il y a aussi une protéase qui aide le virus à se multiplier et qui correspond à l'autre, qui est synthétisée par l'autre. Donc ça, c'est un inhibiteur direct de cette protéase et qui semble baisser avec des données qui valent ce qu'elles valent, mais qui semble peut-être baisser l'incidence. Ça pourrait être un outil intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit l'amiodarone qui sort de façon significative. Et c'est un peu surprenant, mais il y a une des réanimatrices de Libon qui nous en avait parlé parce que ça diminuerait le pH dans les vacuoles, dans les endolysosomes, et ça aurait une action comme ça sur le virus.
donc un mécanisme d'action assez proche finalement de la chloroquine. Et on voit ici que l'hydroxychloroquine, il n'y a pas d'association significative, alors que l'amiodarone, il y aurait peut-être un effet protecteur. Et à ma connaissance, dans les études qui ont évalué les traitements cardiovasculaires avant et leur effet sur le risque de Covid et de Covid grave, l'amiodarone n'a pas été analysé, donc ça pourrait éventuellement être intéressant. Oui, il me semble que dans les essais in vitro, l'amiodarone avait tendance à remonter de temps en temps. Donc, c'est aussi un argument supplémentaire. Alors, ici, sur les IEC et les ARA2, pas vraiment d'augmentation de l'incidence, peut-être un petit peu, mais difficile de dire si c'est de la confusion résiduelle. Et puis, sur d'autres médicaments, dernière diapo, sur les AINS, il y avait plutôt une légère baisse de l'incidence, mais avec un effet faible et qui peut être dû à de la confusion résiduelle. En tout cas, pas de signe d'alerte vis-à-vis des AINS ou du celecoxib ou de l'aspirine. Donc, on est plutôt sur un mode de continuer les traitements qu'on a, de pas arrêter les traitements. Il n'y a pas de raison non plus de les mettre, puisque c'est autre chose. L'incidence est un peu différent de l'aggravation. Mais en tout cas, c'est plutôt rassurant sur les traitements existants. Et précisant, donc là, c'est la famotidine, c'est un antiacide qui était utilisé avant les IPP, qui pourrait avoir un effet. Alors, c'est un médicament un peu particulier qui était donné dans cette cohorte dans vraiment une minorité de patients dont on a du mal à dire pourquoi il était donné à ceux-là. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, cette minorité de patients. Mais éventuellement, ça pourrait peut-être être un outil. Et donc là, c'était en pronostic. Une fois qu'on a le Covid, quelle est l'évolution? Comme c'est un médicament qui est librement disponible, ça peut être un candidat pour un essai. Ensuite, sur les corticoïdes, donc ici, on a une analyse bien ajustée, mais qui reste observationnelle et qui retrouve un effet plutôt protecteur des corticoïdes. Donc, bon, difficile de dire qu'il faut les mettre, mais en tout cas, il n'y a pas d'inquiétude. Si vous avez envie de les mettre par ailleurs, qu'il y a une indication pour une autre raison, il n'y a pas de raison de ne pas les mettre dans les patients qui ont le Covid. Après, ce qui est étonnant quand même, c'est la taille des intervalles de confiance. Je pense, enfin, j'ai pas vu en détail cet article, mais tu sais s'il y avait beaucoup de patients ou pas? Je pense qu'il n'y avait pas assez de patients pour mettre autant de facteurs de risque, parce que tu vois qu'ils en ont mis vraiment beaucoup. De mémoire, comme ça, je me souviens plus combien de patients il y avait. C'était au moins une centaine, je pense. C'était pas un tout petit truc, quoi. Donc bon, faut pas non plus prendre ça trop à cœur, mais en tout cas, pas de signe d'alerte. Donc ici, une autre étude qui a été faite. Donc vous vous souvenez, souvent, il y a des études in vitro qui sont faites où le médicament a l'air de marcher. Certains médicaments ont l'air d'inhiber la reproduction du virus in vitro. Souvent, elles sont faites dans des cellules dites véro, qui sont des cellules de rein. Là, ils ont essayé sur des cellules CALU3, qui sont des cellules de poumon. Et donc, il y a un autre inhibiteur de protéase que celui dont on parlait tout à l'heure, qui est le nafamostat, qui n'est pas disponible chez nous, qui est disponible au Japon, qui est inhibiteur dans les cellules de poumon à concentration très très faible, beaucoup plus faible que le remdesivir. Et pour moi qui ai un peu l'habitude de regarder ce genre de chiffres, en fait, quand on a ce genre de chiffres, c'est souvent qu'on développe un médicament spécifique contre quelque chose qui marche vraiment bien et qui est relativement propre en termes de pharmacologie, à contrario de ce qu'on a vu jusqu'ici, où on réutilise des médicaments qui sont développés pour autre chose et qui souvent vont avoir des effets secondaires qu'on va donner en grande quantité et qui seront problématiques. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Après, c'est un médicament qui n'est pas disponible chez nous. Je sais qu'il y a des essais qui sont en cours au Japon, mais donc ça pourrait être une nouvelle solution qui émerge. Sachant que le remdesivir, si je me souviens bien, c'est un analogue de nucléotide DIC. C'est peut-être une bêtise, mais ça, c'est un inhibiteur de protéase, donc on pourrait avoir une action à différents niveaux sur le virus. Donc ça, c'est tout. Excuse-moi, je te coupe, parce qu'on a quelques questions de traitement. Donc, vu qu'on a fini la partie traitement, il y avait une question sur le mécanisme d'action éventuel de la colchicine, qui est un inhibiteur de NRLP3 dans l'inflammasome et qui inhiberait aussi la nétose. Est-ce que toi, tu as d'autres billes sur la colchicine? Non, c'est ces deux-là que j'ai en tête. C'est un immunomodulateur de façon générale. C'est ça Mais après, quant au mécanisme très précis, c'est un inhibiteur des tubules. Donc, il y a pas mal de processus cellulaires qui sont affectés. C'est pas un médicament avec une pharmacologie extrêmement propre. Par contre, c'est un truc qu'on donne depuis longtemps et dont on sait qu'il est sûr. Donc, c'est aussi ce qui en fait un bon candidat. On a aussi quelques questions sur les anti-JAK, en particulier le baricitinib. Alors, si vous voulez voir ça, il y a un très bon éditorial de 2 pages dans Lancet qui a été fait par l'équipe de l'Imperial College en février déjà, qui montrait les différentes voies d'action du baricitinib avec
un effet anti-JAK direct d'immunomodulation qui serait probablement plus pléiotropique que le tocilizumab, et puis d'autres voies, en particulier sur les cyclines, enfin les kinases impliquées dans les cyclines, qui diminueraient la réentrée du virus dans les cellules. Donc c'est effectivement une voie très intéressante. Il y a un essai, là il n'y a plus de patients pour inclure dans ces essais-là, mais il y a des essais qui sont prévus avec ce type de molécules ensuite. Et puis le baricitinib, on a un petit peu de mal parfois avec l'insuffisance rénale à bien le manier. Donc le ruxolitinib, qui est un autre anti-JAK, pourrait avoir un effet. On avait également une question sur le sérum convalescent. À ma connaissance, il y a l'étude dans le JAMA où il y a eu l'administration de sérum de patients guéris à 5 patients, il me semble. Et pour moi, a priori, il n'y a pas d'autres études vraiment de grande envergure qui a été faite avec du sérum. Moi non plus, j'ai pas vu d'autres études sur ça. Pour l'instant. Et puis, on avait une dernière question sur la chlorpromazine avec l'annonce effectivement des psychiatres qui trouvaient qu'ils avaient une prévalence bien moindre chez leurs patients de Covid que chez les autres. Alors, est-ce que c'est parce que ces patients-là restaient plus confinés parce qu'ils ont plus d'angoisse, plus de difficultés d'interaction sociale, ou est-ce qu'il y a un effet des traitements en long cours? Je ne sais pas si tu avais vu autre chose, toi, sur ce. J'ai pas vu de choses très bien ajustées sur la chlorpromazine versus d'autres antipsychotiques qui permettraient de le mettre en avant. Après, je crois qu'il y a des essais qui ont été lancés assez rapidement. Donc, c'est bien, on aura une idée de l'effet. Vas-y. Sur l'épidémiologie, on commence par une étude en Italie de suivi de cas et de contacts dans les hôpitaux. Donc, initialement, il n'y avait pas de suivi de contact large en Italie, mais il y en avait dans les hôpitaux, comme il y en a habituellement, et les équipes d'hygiène font ça. Donc, ici, à partir d'un cas initial, ils ont eu un total de 185 cas sur un mois et demi. Donc, c'est une épidémie qu'ils ont vraiment eu du mal à contrôler. Et donc, ils essayaient, ce que vous voyez à gauche, ils avaient un cas index. Ils ont identifié 54 contacts qu'ils ont prélevés. Ils ont fait la PCR. Ils ont trouvé une personne infectée. Ils ont trouvé 134 contacts de cette personne-là. Ils ont testé tout le monde aussi. Ils ont trouvé 2 personnes infectées et ainsi de suite. 20 contacts, dont 0 infectés, et l'autre personne, 29 contacts, dont 2 infectés. Et en fait, l'infographie pourrait continuer en bas avec toutes les chaînes de suivi. Donc ça, concrètement, c'est ce qu'on doit faire maintenant si on veut contrôler l'épidémie sans confinement et pour pouvoir reprendre une vie normale, mais dans la population générale. Donc ça donne une idée des chiffres en jeu. Alors là, c'est plutôt plus élevé parce que c'est dans un hôpital, les gens ont beaucoup d'interactions. On est plutôt à une vingtaine en moyenne. Enfin, c'est plutôt ce qui ressort des études qui ont été faites de suivi de contact dans les pays asiatiques notamment. Au milieu, vous avez la courbe épidémique sur un mois et demi environ, avec plusieurs personnes, soit la famille, soit des collègues, soit même des patients qui ont pu être contaminés. Donc, Scardi, toi, tu isolerais tous les cas contacts en attente de la PCR. Si la PCR est négative, tu referais une PCR à 7 jours. Ouais, exactement. C'est un peu ce dont on parlait la semaine dernière. Le truc un peu officiel pour le moment, c'est de faire la PCR à 7 jours. Je pense que c'est pas très sage parce que comme on voit dans l'infographie à gauche, et le processus que je décrivais, en fait, on est en train de courir après le virus. Et idéalement, il faut courir plus vite que lui et attraper tous les derniers contacts et les isoler. Et dans ce cas-là, on met fin à un cluster épidémique. Donc, pour faire ça, il faut pas perdre de temps et idéalement, il faut faire la PCR le plus vite possible pour ensuite aller chercher des contacts qui ont une PCR positive, qui deviennent des cas. Et si les personnes refusent la PCR, qu'est-ce que tu ferais comme prise en charge? Alors, ce qu'on avait vu sur la durée d'excrétion, c'était 2 à 3 semaines. Donc, a priori, je les isolerais pendant 14 jours. Alors, au minimum, une semaine et puis leur faire vérifier leurs symptômes. Mais s'ils refusent vraiment le contact, j'aurais tendance à les isoler 2 à 3 semaines en fonction de la situation. Après, c'est rare d'avoir des gens qui sont extrêmement opposants. Mais si ça devait être le cas, de toute façon, les gens, s'ils veulent sortir, vous pouvez pas vraiment appeler la police. À ma connaissance, il n'y a pas de mesures coercitives de ce type. Donc, faut les conseiller, faut leur expliquer qu'ils mettent en danger finalement, ils mettent en danger les gens avec qui ils interagissent. Donc, c'est leurs amis, leurs proches. Et il y a un peu d'éducation à faire de ce côté-là. Diapo suivante. Donc, dans ce cluster d'épidémie qui a finalement été contrôlé, mais pas très bien, qui a mis quand même assez longtemps et où ils ont eu jusqu'à 12 nouveaux cas positifs par jour à partir d'un cas initial à l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils ont fait bien? Ils ont bien identifié les contacts et les ont testés.
En cas de PCR négative, ils avaient tendance à renvoyer les gens au travail, ce qui peut être éventuellement un problème parce que la PCR peut mettre quelques jours à se positiver. Les gens peuvent rester asymptomatiques. Donc, vous avez pu avoir des gens dans cette étude. Alors, il y a pas de grand détail qui est donné dans le compte rendu, mais vous avez pu avoir des gens qui ont une PCR négative, mais qui en fait s'est positivé plus tard et qui étaient asymptomatiques par ailleurs, parce que ici même la majorité des soignants étaient asymptomatiques ou avaient très peu de symptômes. Et donc, ces gens-là ont pu infecter des gens en fait sur leur lieu de travail. Alors là, ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est que ils ont fait du test ciblé de cette façon et ils remontaient beaucoup plus de cas de cette façon qu'en testant au hasard, même au sein d'un hôpital où ils savaient qu'il y avait une épidémie en cours. Donc, les tests au hasard dans la population, on en parle un peu. L'idéal, c'est de procéder de façon ciblée et de façon rapide. Là, vous avez une autre étude chinoise qui analyse aussi des clusters de cas. Donc ici, ce qui est représenté, c'est pas les contacts, mais c'est vraiment les cas. Donc vous avez certaines personnes qui infectent une ou trois, et puis d'autres qui en infectent jusqu'à 6. Et puis en bas à droite, vous avez un énorme cluster où c'est pas très clair, où les chaînes de transmission n'étaient pas extrêmement claires. Et donc vous pouvez avoir vraiment pas mal de contamination. Et vous êtes toujours en train de courir après le virus. Étude suivante, dans cette course contre le virus, il y a un indicateur qui a été proposé dans cette étude qui est assez intéressant, je trouve, qui est issu des données de la Corée du Sud. C'est l'intervalle sériel diagnostique. L'intervalle sériel, c'est le temps entre l'apparition des symptômes ou la contraction du virus chez le patient index et chez le patient à qui il transmet le virus. Donc, si j'ai le virus, je le transmets à Renaud 5 jours plus tard. L'intervalle sériel, pour nous, c'est 5. Donc ça, c'est l'intervalle sériel clinique si on se place au niveau du début des symptômes. Et puis, vous pouvez avoir l'intervalle sériel diagnostique, qui est le temps entre le moment où vous confirmez la PCR chez moi et puis le temps où vous confirmez la PCR chez Renaud. Donc, dans cette course contre le virus, si vous voulez aller plus vite que le virus, il faut que votre intervalle sériel diagnostique soit plus faible en moyenne que votre intervalle sériel clinique. Et puis, évidemment, il ne faut pas que vous ratiez de cas. Donc, c'est ce que vous pouvez voir en bas à gauche. L'intervalle sériel clinique, il est en rouge et le diagnostic est en bleu. Et vous avez une traînée de situations où l'intervalle sériel diagnostique était très long. En fait, c'est des cas qui ont été ratés par le dépistage des contacts et qu'on a rattrapé ensuite par des symptômes qui sont apparus soit chez les gens eux-mêmes, soit chez d'autres gens qu'ils ont contaminés. On a réussi à rattraper la chaîne de contamination comme ça. Et puis, vous avez la différence entre les deux à droite. Donc, en gros, si elle est inférieure à 0, c'est que vous êtes en train d'aller plus vite que l'épidémie et vous êtes en train de la faire reculer. Et sinon, c'est elle qui est en train de vous battre. Donc ça, c'est important quand on est au niveau du contact tracing. Et puis, ça donne une idée aussi de la vitesse à laquelle on peut faire ce genre de choses. Donc, idéalement, ça serait bien de réussir à identifier et tester tout le monde en 48 heures. Par tout le monde, j'entends tous les contacts. Et puis, d'en rater le moins possible pour pas avoir ces gens qu'on met très longtemps à diagnostiquer. Ici, au niveau des sujets asymptomatiques, vous avez une étude allemande qui relève environ 20% de patients asymptomatiques dans un cluster particulier. Donc, ce chiffre, il est revenu assez souvent. C'est à peu près ça. Ça a l'air d'être à peu près ça la proportion de patients asymptomatiques. Même si dans certains cas, comme sur le bateau de croisière qu'il y avait eu initialement, la proportion de patients asymptomatiques a l'air plus élevée. C'est ce que vous avez en haut à gauche. Ils estiment qu'il y aurait eu autour de 75% de patients asymptomatiques. Difficile de dire pourquoi. Peut-être parce qu'ils faisaient pas attention, c'était au tout début de l'épidémie. Peut-être parce qu'ils étaient en vacances sur un transat, ils avaient du mal à repérer qu'ils étaient plus fatigués que d'habitude. Mais en tout cas, le nombre de patients asymptomatiques est suffisant pour se dire qu'un dépistage peut être utile, y compris chez des gens qui n'ont pas de symptômes, pour contrôler l'épidémie et pas vraiment pour eux. Là, c'est une méta-analyse de pas mal d'études qui sont sorties sur les événements de transmission et ce qui sont avant ou après les symptômes. Donc, on en a déjà pas mal parlé, mais ils ont l'air d'être autour du jour d'apparition des symptômes. En gros, la moitié avant, la moitié après, et même un peu plus de la moitié avant. Même les gens qui sont symptomatiques ont tendance à transmettre le virus avant d'être symptomatiques. Et ça va avec le fait que la charge virale a tendance à décroître à partir du moment du diagnostic. Ici, vous avez une autre étude sur les chiffres hongkongais. Vous avez à gauche, ils ont estimé le moment auquel il faudrait isoler un patient pour réussir à baisser le taux de reproduction du virus et donc à faire reculer l'épidémie. Et donc, ils estiment qu'il faut le faire en moins de 24 heures simplement pour garder l'épidémie stable. Et pour la faire reculer, il faut aller plus vite que ça. Donc, en pratique, il faut isoler les contacts. Il faut isoler les gens avant même qu'ils aient des symptômes ou avant même qu'on sache qu'ils ont le virus. Et puis, à droite, c'est le taux de reproduction en fonction de ce qu'ils appellent le ratio de contact. C'est à quel point les gens, quand ils sont isolés, évidemment, l'isolement est jamais parfait, à quel point ils ont moins de contacts que d'habitude. En général, les isolements sont assez bien faits. Donc, c'est surtout une question de temps. Il faut aller vite.
Et Scarly, on a des questions du coup sur l'utilité réelle du confinement. Est-ce que ces mesures-là auraient pu permettre d'éviter un confinement? Est-ce que nous, on n'avait plus le choix? Et est-ce que le confinement était vraiment utile? Alors, je pense que compte tenu du nombre de nouveaux cas qu'on avait par jour et d'une infrastructure qui chez nous était pas prête, on aurait été incapable de faire le suivi des contacts et l'isolement. Même maintenant, c'est pas clair qu'on sera capable de le faire. C'est un défi qui est encore devant nous, enfin, ou en tout cas qui se met en place maintenant. Donc, quand on était à plusieurs milliers de cas par jour, on n'avait pas du et en plus avec encore plusieurs milliers de cas qu'on ratait parce qu'on n'avait pas de tests des gens asymptomatiques dans la population, on aurait été largement incapable de suivre tous les contacts et encore moins de tous les tester puisqu'on n'avait même pas l'infrastructure de test pour le faire. Donc, on va voir si on va être capable de le faire maintenant, mais clairement, le confinement, c'était utile. Si on avait essayé de faire ça au moment où on avait plusieurs milliers de cas par jour, bah, simplement, on aurait échoué et l'épidémie se serait répandue dans toute la population. Les réanimations auraient été dépassées et il y aurait eu des centaines de milliers de morts, probablement. Alors, il y a d'autres pays où ils n'ont pas eu à se confiner, ou en tout cas juste de façon locale ou partielle ou temporaire. Souvent, c'est des pays où l'infrastructure était déjà prête, notamment en Corée, où ils avaient déjà tous les systèmes d'information qui étaient liés entre les différents ministères, la police, le ministère de la Santé, etc. Et ils étaient beaucoup plus prêts que nous. Nous, il y a eu un temps de mise en place. On voit dans la presse aussi, il y a beaucoup de discussions, le suivi numérique, la saisine du Conseil constitutionnel. Nos institutions n'étaient pas aussi prêtes que celles des Coréens, par exemple, pour faire face à ça. Mais c'est aussi parce qu'eux avaient l'expérience du SARS il y a quelques années. Et comment t'expliques que, par exemple, les pays d'Europe centrale s'en soient beaucoup mieux tirés? Est-ce que c'est juste qu'ils ont moins de contact avec la Chine, moins d'échanges, et donc il y a eu moins de personnes infectées qui sont arrivées, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs d'explication? Alors, je pense qu'ils ont eu moins de contacts. J'ai l'impression qu'il y a eu aussi une réaction un peu plus rapide. Si je me souviens bien, en général, ils sont un peu en retard sur nous, sur le début de l'épidémie. Donc, évidemment, si vous voyez l'Italie qui se confine, la France qui se confine, avant vous, vous dites, bon, effectivement, il faut prendre ça au sérieux. Et c'est plus facile si chez vous, l'épidémie est arrivée depuis moins longtemps et vous avez moins de cas. Il y a aussi une forme d'humilité chez les pays d'Europe centrale, c'est-à-dire qu'ils savent que leurs systèmes de santé sont un peu moins robustes. Et donc, quand ils ont vu ces problèmes en Italie et en France, rapidement, ils ont mis en place des mesures, euh, plutôt par excès enfin, ils préféraient pêcher par excès que par défaut. Et en cela, ils avaient raison. Diapo suivante. Donc ça, c'est aux États-Unis sur les efforts pour faire baisser le taux de reproduction. Donc c'est assez difficile. Et puis, donc aux États-Unis, c'est un peu désorganisé en ce moment. Les gouverneurs disent qu'il faut se confiner, puis le président les contredit, puis les maires les contredisent. Ils ont des gens qui viennent avec leurs fusils d'assaut dans les bureaux des gouvernements. Donc c'est un peu la cacophonie par certains côtés. Et en fait, ils arrivent juste à baisser le taux de reproduction à 1, mais ils n'arrivent pas à le baisser plus que ça. Donc l'épidémie est stable aux États-Unis. Ils ont un nombre stable de nouveaux cas tous les jours depuis quelques semaines, mais ils n'arrivent pas à l'enrayer. Donc ça, c'est important, c'est à garder à l'esprit. C'est pas évident de baisser le taux de reproduction en dessous de 1 et la population n'y arrive pas spontanément. C'est bien d'avoir un gouvernement organisé et qui met le paquet et aussi des soignants organisés qui mettent le paquet. Donc ça, c'est entre nos mains. Là, vous avez un indicateur sur le taux de reproduction en fonction d'un indicateur de mobilité de Google, donc qui est aussi une façon de mesurer le respect finalement des mesures d'isolement ou d'auto-isolement volontaire, parce que maintenant on n'est plus en confinement, et vous voyez une baisse du taux de reproduction. Alors c'est pas multivarié, donc c'est difficile de dire quelle est la contribution exacte de la baisse de la mobilité, de fait de ne pas aller loin, de ne pas sortir. Mais en tout cas, c'est une des choses qu'on peut repérer et on verra ce qui se passe dans la population dans les semaines qui viennent. Et puisqu'on parle un peu de déconfinement et de mobilité, est-ce que c'est pas un peu aberrant de garder fermés les espaces naturels où on est à l'air libre, où a priori il y a un risque de diffusion du virus plus faible, alors qu'on autorise les transports ou les choses comme ça, où là on est confinés les uns sur les autres, où il y a quand même un risque plus important de transmission? Alors, effectivement, le risque est plus faible dans les espaces naturels. Après, ça dépend ce qu'on fait exactement. S'il y a quelqu'un tous les 20 centimètres dans un parc et qui reste assis pendant des heures et qui se parle entre eux, etc., c'est un peu plus compliqué. La plupart des gens, s'ils vont au parc, ils n'ont pas envie de s'asseoir avec un masque et de se passer les mains à l'alcool toutes les 5 minutes. Donc, c'est aussi une situation où c'est plus difficile de bien appliquer les mesures. Effectivement, on pourrait imaginer de rouvrir les parcs et de garder une densité relativement faible et de veiller au respect des gestes barrières ou même, par exemple, de faire attention à ce que les gens ne s'assoient pas.
qui puissent passer dans le parc, mais qui puissent pas y rester longtemps. Effectivement, c'est pas un des endroits les plus à risque par rapport aux transports en commun, mais les transports en commun, on y reste aussi moins longtemps et on y fait aussi plus attention quand on y est. Donc, il y a aussi une balance entre les deux. Donc, suivant, là, c'est une étude sur la pollution. Il y a quelques études qui sont sorties sur ça et qui retrouvent un peu toute la même chose, que la pollution aux oxydes nitriques est un facteur de risque d'incidence du Covid, mais les autres types de pollution, pas vraiment. Donc, ça va avec l'effet un peu inflammatoire des oxydes nitriques qui est aussi impliqué dans les incidences d'infarctus, par exemple. Ça va un peu en ligne avec ce qu'on a vu. Alors après, le surrisque est pas tel que ça changerait spécialement les conduites à tenir pour nous. Là, c'est une étude de dépistage de dépression avec un questionnaire, donc une forme assez rapide qui n'était pas administrée par un soignant, qui était administrée par Internet, donc avec éventuellement des problèmes métrologiques. Mais l'idée générale est quand même que l'incidence, ou en tout cas la prévalence de dépression a beaucoup augmenté pendant le confinement dans plusieurs pays. Avec cet outil qui est le SMFQ, qui est une série de questions. Ils étaient à 7,4% avant le confinement et à 17,5% pendant le confinement. Donc, en termes de santé mentale, ça n'a pas été anodin du tout de faire le confinement, même si c'était nécessaire, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, c'est d'autant plus important maintenant de faire le suivi des contacts correctement, de bien dépister, d'être plus rapide que le virus et de ne pas avoir à reconfiner, puisque si on ne maîtrise pas l'épidémie, on pourrait avoir à reconfiner. Sachant que les études en psychiatrie, alors la psychiatrie, moi je suis pas spécialiste, mais il me semble pas que ce soit fait uniquement avec des scores. Et ça, c'est souvent des scores de dépistage des patients à risque. Et donc, il faut quand même être prudent. Alors, il y a certainement eu un effet du confinement, mais pour la taille des faits, il faudrait que les patients qui ont des scores positifs soient revus par des psychologues et des psychiatres pour vraiment affirmer la dépression. Voilà, oui, il y a probablement un gros effet sur la santé mentale, mais ces études-là, il faut quand même les prendre avec prudence. Oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi un biais de réponse qui répond à l'étude, etc. Je ne pense pas que la prévalence en population générale de la dépression, ça soit 7% et demi. Donc, ça paraît un peu élevé. Ici, une autre étude. La première fois que je vois ça, c'est une méta-analyse de vidéos YouTube sur l'information et la désinformation sur le coronavirus et qui trouve que sur YouTube, les vidéos mensongères ou en tout cas qui induisent en erreur ne sont pas spécialement plus ou moins vues ou plus ou moins likées que les vidéos informatives. Donc, c'est à garder à l'esprit. On a cette notion qu'il y a plein de choses fausses sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai, mais c'est pas plus. En tout cas, le combat est pas aussi inégal que ce qu'on a l'impression parfois. Donc ici, on passe à la physiopathe du virus. On commence par une étude d'une protéine du virus dont une équipe a élucidé la fonction. Elle sert en fait à détruire un métabolite de l'hôte qui est impliqué dans l'immunité antivirale, qui est la DP-ribosyle. Donc ça, c'est intéressant, ce genre d'études d'élucidation des caractéristiques du virus. C'est comme ça qu'on est capable de développer des médicaments spécifiques plutôt que de réutiliser de façon un peu empirique des choses qu'on a vues dans d'autres maladies, qui est ce qu'on a fait jusqu'ici. Mais c'est un effort qui est plus lent et qui mettra plusieurs mois, donc qui ne sera pas immédiatement utile dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, c'est un effort qui est en cours. Ici, vous avez une autre étude qui élucide un effet anti-interféron d'une des protéines du virus. C'est ce que vous voyez dans les couleurs chaudes. Donc ça, c'est le SARS-CoV-2 qui a été comparé au SARS-CoV-1, qui est celui du SRAS, qui n'avait pas cet effet anti-interféron. Il a la même protéine, mais sous une autre forme. Et il n'avait pas cette capacité. Donc, on a vu jusqu'ici, à plusieurs niveaux du système immunitaire, il y a une inhibition directe par le virus, au niveau de l'interféron, au niveau du TNF, au niveau d'interleukine 6, de l'interleukine 8. Donc, il y a pas mal de choses qu'on connaît et sur lesquelles on est capable de taper avec différents traitements. Ici, c'est une analyse de variants génétiques et de leur caractère de facteur de risque ou de facteur de chance sur le pronostic du Covid-19. Et ils se sont concentrés sur les protéines du complément et ils trouvent plusieurs variants quant à la quantité de compléments et à l'activation des systèmes du complément qui sont prédicteurs de l'évolution. Donc, il y a des essais qui sont en cours avec des molécules anticompléments, dont on verra les résultats. Et ça pourrait être un outil autour des sujets d'immunothrombose dont on a déjà parlé notamment. Ici, une autre étude qui repère l'expression du récepteur au virus dans les péricytes et qui propose que ce serait peut-être un effet
ce serait peut-être de cette façon que le virus causerait des problèmes de coagulation, en particulier chez des patients qui ont une atteinte endothéliale, qui par exemple sont hypertendus. Donc c'est intéressant, c'est pas immédiatement utilisable, mais la recherche avance sur les effets du virus. Ici, une autre étude qui repère l'expression du récepteur au virus dans les muqueuses oculaires. Il y a eu quelques case reports aussi de conjonctivite ou de choses comme ça. Donc, si on veut très bien se protéger, ça peut être une bonne idée d'avoir une visière, puisque apparemment le virus pourrait rentrer aussi par les yeux. Oui, ça avait motivé pour les intubations en particulier d'avoir des visières en plus du masque. Après, je pense pas que ça empêche le port du masque, vu que on avait vu qu'il y avait des particules qui pouvaient rester dans l'air. Donc la base, c'est quand même le port du masque systématiquement. Et si vous faites un geste à risque d'aérosolisation, vous risquez d'en prendre plein la figure. Alors que ce soit débrancher un respirateur, faire de la VNI, faire un aérosol à quelqu'un ou l'intuber, bah là, ça peut être une bonne idée de mettre une visière en plus du masque. Là, une autre étude d'IRM, cette fois en post-mortem, et qui repère chez une partie des patients des lésions. Alors, c'est un peu les lésions similaires que ce qu'on avait vu tout à l'heure. Un des points importants, c'est qu'ils ont cherché des lésions au niveau des zones de commande de la respiration. Ils en ont pas trouvé. Donc, c'était une des questions qu'on avait. Est-ce que le Covid peut affecter le cerveau de telle sorte que même il perturbe la commande centrale? Et ça n'a pas l'air d'être le cas. Après, toujours avec des petits échantillons et une sensibilité qui n'est pas forcément énorme. Mais en tout cas, pas d'effet systématique. Ici, 2 études rapidement sur les incidences d'insuffisance rénale chez les patients Covid. Donc, il y en a beaucoup, et en particulier chez les patients graves. C'est un peu ce dont tu parlais tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Typiquement, si vous avez à faire un bilan biologique. Alors, initialement, on avait vu dans les études des semaines précédentes, c'était plutôt la bandelette urinaire et plutôt une lésion, un type de protéinurie qui prédisait initialement l'atteinte rénale. Donc, bandelette urinaire, créatine, ça peut être un bon outil. Et là, vous avez en réanimation l'incidence d'insuffisance rénale qui est plutôt élevée chez ces patients Covid-19. Et puis enfin, une étude sur le protéome urinaire qui retrouve aussi des marqueurs d'inflammation. Donc, il y a bien une inflammation au niveau du rein et pas que au niveau des poumons, par exemple. C'est plutôt attendu. Et juste, Carly, vu qu'on parlait un peu du virus, on en est toujours à 3 souches. Alors, c'est difficile de dire qu'est-ce qui est une souche, qu'est-ce qui en est pas. Phylogénétiquement, a priori, tout est parti du même virus, d'un ancêtre commun. Donc, il y a quelques variants qui se sont répandus, mais qui ont plutôt tendance à se répandre partout dans le monde. Il y avait ce variant dont on parlait la semaine dernière, l'aspartate 614, qui s'était transformé en glycine dans la protéine du spike. C'est une des choses importantes. Actuellement, il n'y a pas de raison de dire qu'il y a telle souche qui fait telle chose et telle autre souche qui fait autre chose. À part cette mutation-là, qui a l'air d'avoir un effet, mais on n'est pas du tout sûr, et l'effet serait a priori assez faible. Il n'y a pas de raison de considérer qu'il y a des différences. Elles vont peut-être émerger avec le temps, mais pour le moment, c'est pas le cas. On continue avec les marqueurs diagnostiques et pronostiques des prépublications. Donc là, une étude d'une boîte qui est américaine, mais dont la plupart des labos sont en Europe, en Allemagne, Neurohumain, qui a mis en place un test ELISA pour les IgA et les IgG, et qui a des bonnes performances. Il y a quelques négatifs en rouge au début, juste après la positivation de la PCR, enfin juste après la PCR positive, mais avec le temps, quasiment tous les patients deviennent positifs. Donc, ces tests vont rapidement arriver et être utilisables. Après, est-ce qu'en pratique, ils vont être très utiles? Je suis pas sûr que ce soit forcément le cas. On n'est pas sûr que les patients qui ont déjà eu le coronavirus, ils soient totalement incapables de le transmettre. A priori, eux, ils feront pas de forme grave, mais on n'est pas sûr qu'ils puissent pas le transmettre. Donc, en pratique, est-ce que ça va vraiment être utile? On peut éventuellement être rassurant avec les gens s'ils ont une sérologie positive. Mais à part ça, je sais pas si c'est très utile. Ici, un autre outil un peu similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure, où on rentre des variables clinico-biologiques et qui donnent un risque d'aggravation et de passage en réanimation en particulier. Donc, les variables qui sont dedans, c'est l'âge, le sexe, les comorbidités, l'indice de masse corporelle, la fréquence respiratoire, les globules blancs, les lymphocytes, la créatinine, les LDH, la troponine, la ferritine, la procalcitonine et la CRP. Alors celui-là, c'est dommage, j'ai pas réussi à trouver de lien pour y avoir accès directement. Ça doit exister puisqu'ils mettent cette photo, mais je l'ai pas trouvé. Donc il va peut-être apparaître dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Et ça a l'air pas mal. Et la courbe ROC est un peu similaire, peut-être un peu meilleure que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais avec pas beaucoup de patients. Diapo suivante. Là, c'est un nouveau marqueur. C'est la variabilité de la taille des globules rouges.
C'est quelque chose qui, a priori, est lisible. C'est assez inhabituel comme marqueur, mais a priori, c'est lisible par les cytomètres à l'hôpital. Donc, ça pourrait être un nouveau marqueur. Un peu de la même façon, ça m'avait un peu fait penser aux schizocytes dans certaines maladies, dans la MAT par exemple, où on commence, à cause des phénomènes, des petits vaisseaux, on a des anomalies de morphologie des globules rouges. Ça pourrait être un peu dans la même veine, mais évidemment beaucoup moins grave. Ça pourrait éventuellement être un marqueur. Suivante. Ici, on avait parlé du diagnostic automatique, donc qui était faisable sur le scanner, et des équipes commençaient à essayer de faire ça sur la radio. Là, ils ont réussi à faire une classification automatique assez performante simplement sur la radio de thorax, en analysant finement la texture du poumon. Alors évidemment, on va pas laisser les clés à un algorithme pour nous dire ce qui se passe, mais ça peut être un truc intéressant à regarder pour les radiologues, de regarder la texture du poumon et de voir s'ils peuvent diagnostiquer le Covid de cette façon. Sachant qu'il y a des études d'intelligence artificielle sur le scanner, une qui est parue dans Cell, et puis il y a une étude faite par Bordeaux, Montpellier et un autre centre pour avoir les mêmes classifications pronostiques, mais sur le scanner pour le coup. Ouais, le scanner, ça marche bien évidemment parce que c'est plus riche, et la radio, c'est encore plus simple, donc ça serait bien si ça marchait bien. Alors, quelques points sur les populations spéciales. On commence par la pédiatrie. Donc ça, c'est l'étude française dont je vous parlais tout à l'heure, qui retrouve aussi une incidence beaucoup plus élevée que d'habitude des syndromes de Kawasaki, qui trouve chez des patients chez des patients pédiatriques qui sont la plupart du temps symptomatiques, et puis qui ont, donc ici, il y avait une sérologie chez 14 patients sur 16 qui étaient positives. Donc c'est probablement une forme de Covid, en fait. Et puis les deux qui restent, ça ressemble à l'incidence habituelle. Sachant que la Société des pédiatres a quand même dit qu'il fallait un peu laisser les enfants tranquilles, puisque au début de l'épidémie, on a dit que c'était eux, probablement, qui avaient un surrisque de contaminer tout le monde. Finalement, ça a été plutôt infirmé dans les études d'après. Et là, sur la reprise des écoles, on voit des images où les enfants sont les uns à distance des autres. Voilà, et ils ont tendance à penser. Alors après, moi, je suis pas spécialiste en pédiatrie, donc je vous rapporte ce qu'ils disent dans leur tribune, c'est que les effets délétères de l'absence de jeu, de contact physique des enfants entre eux et puis des enfants avec leurs parents sera bien supérieur au risque qu'ont les enfants d'avoir le Covid-19, et qu'il faut un peu les laisser tranquilles, les laisser jouer et les laisser avoir leur âge, voilà, revenir un peu à… Oui, c'est important de reprendre une vie normale pour les enfants, sachant que en plus, avec les efforts de suivi, d'isolement des contacts, les structures scolaires sont particulièrement bien adaptées à ça. Vous avez la classe, et si vous avez à isoler une classe, c'est assez clair qui interagit avec qui. Ici, chez les patients qui ont le cancer, on avait parlé de ces pneumopathies avec les checkpoint inhibitors, donc qui sont une complication connue et qui ont l'air de s'aggraver encore, enfin, ou en tout cas d'aggraver le Covid, en quelque sorte. Et donc, ici, cette étude de cohorte qui retrouve que le traitement par anti-PD1 est un gros facteur de risque d'évolution défavorable du Covid-19. Donc, ça colle bien avec la physiopathe. Ça a été repéré plusieurs fois maintenant. Il faut vraiment faire attention. C'est une population particulièrement à risque. Donc, il faut bien leur dire de se protéger, sachant qu'évidemment, s'ils ont un cancer qui est traité par ces molécules, c'est qu'ils sont en danger de mort par ailleurs à cause de leur cancer. Mais en tout cas, il faut qu'ils fassent attention pendant quelques mois. Éventuellement, discuter de traiter un peu moins longtemps, parce que c'est pas très clair pendant combien de temps il faut traiter avec ces molécules. On ne sait pas si c'est comme un interrupteur qu'on enclenche au début avec le médicament et ensuite l'immunité combat le cancer, ou s'il faut garder le médicament en permanence. Les études en général sont assez floues sur ce point, pendant combien de temps il faut les garder. Sachant que les patients pour qui on a arrêté les checkpoints immunitaires à cause d'effets secondaires, souvent liés à l'immunité, n'avaient pas de surrisque de rechute après, sur les premières études qui avaient été faites. Donc, comme tu disais, on avait l'impression qu'une fois qu'on avait enclenché la réponse immunitaire, elle était bien enclenchée. Ouais. Et dernière étude, chez les patients VIH qui n'ont pas spécialement plus de complications que les autres. Donc, le VIH, il y a plein de choses en même temps. Il y a l'immunité qui est différente, mais il y a aussi des antiviraux dont certains pourraient avoir un effet sur le Covid. Au global, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de différence sur cette cohorte de relativement petite taille, de 60 patients. Et je crois que c'était tout. Et puisqu'on parlait des enfants, il y a une émission Covid-19 et arthrite juvénile ce soir à 17h30 sur Mediscoop pour reprendre un peu ça. Très bien. Eh bien, je crois que c'était tout pour cette semaine. Je ne sais pas si on a d'autres questions qui sont arrivées avant de terminer. Alors, on avait quelques questions sur pourquoi les enfants et les femmes seraient moins touchés. Pour les femmes, on en avait un peu discuté, c'est probablement, comme elles ont 2 chromosomes X, elles ont certains gènes de l'immunité innée plus activés, donc elles ont une réponse
plus facile en termes d'immunité innée aux épidémies infectieuses. Et ça s'est retrouvé sur les analyses qui ont été faites sur plusieurs épidémies dans l'histoire. En revanche, elles payent le prix par une propension plus marquée à avoir des maladies auto-immunes. Alors, il y a des études qui sont sorties aussi sur le comportement. C'est un peu un stéréotype, mais bon, en médecine, les stéréotypes sont souvent vrais. Quant au fait de réduire les contacts, de bien appliquer les mesures barrières, etc., dans certaines études qui ont été faites, les femmes étaient plutôt plus sérieuses que les hommes. Et puis pour les enfants, on ne sait pas exactement, est-ce qu'ils ont une immunité innée plus habitués à rencontrer des nouveaux virus respiratoires? Est-ce qu'ils ont des lymphocytes régulateurs un peu différents? Est-ce qu'ils ont une expression des récepteurs d'entrée du virus dans les cellules différentes aussi? Pour l'instant, on n'a pas de réponse très claire à apporter sur pourquoi ils ont moins de formes graves. Et puis pourquoi ça se développe un peu en maladie de Kawasaki dans de rares cas après. À ma connaissance, il n'y a pas d'explication claire là-dessus. Non. On avait une question aussi sur la saisonnalité du virus. Mais a priori, on n'a pas trop de recul pour pouvoir en parler. Non, pas vraiment. Dans l'hémisphère sud, ça a peut-être été un peu moins grave, mais difficile ils avaient quand même des chaînes de contamination, donc difficile de dire. Et la semaine dernière, si vous en avez un peu parlé, est-ce que tu peux refaire un tout petit point sur Covid et greffe? Alors, Covid et greffe, ouais, initialement, il y avait quelques cohortes qui étaient plutôt alarmistes qui étaient sorties, puis ensuite d'autres qui étaient sorties qui étaient plutôt rassurantes. Donc bon, alors là, cette semaine, j'ai vu passer un truc en transplantation cardiaque spécifiquement. Alors la transplantation cardiaque, et là, il y a un effet, il y a une interaction avec la physiologie cardiovasculaire du Covid-19, donc il y a vraiment un effet particulier de la transplantation cardiaque. Je pense pas que ce soit comme les autres transplantations, mais avec des évolutions plus défavorables chez les patients transplantés cardiaques. Pour les transplantés rénaux, ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas. D'accord. Et on avait un petit commentaire sur effectivement les inhibiteurs de JAK et le risque thrombotique. Donc, parce que tout à l'heure, on l'a présenté les anti-JAK comme une molécule prometteuse. Effectivement, dans les études, il faudra être très vigilant au risque thrombotique parce que ça peut être un souci chez ces patients-là. Est-ce qu'il faut le mettre avec une anticoagulation préventive systématique? Il faudra être très prudent, vous avez raison. Et puis, une petite question sur la santé publique. Comment est-ce qu'on arrive à déterminer le chiffre du pourcentage de contamination à la population générale? Alors, le truc qui marche le mieux, c'est de faire une étude de séroprévalence avec un test qui marche bien. Donc ça, on sait combien de gens ont rencontré le virus. Après, on a tendance à deviner en fait avec des calculs épidémiologiques avec la propagation de l'épidémie. C'est des modèles mathématiques un peu compliqués, mais ça revient en fait à faire. C'est un peu comme si vous faisiez une règle de 3 pour deviner quelle proportion des gens avaient une maladie. C'est un peu la même chose, mais dans le temps. Donc c'est toujours des approximations et il y a toujours des incertitudes. Alors ici, je crois que les dernières estimations, c'est entre 5 et 10%. Donc c'est autour de ça pour la première vague de l'épidémie. Et tu nous faisais un petit point antiviraux. Tous les antiviraux ne sont pas efficaces contre le SARS-2. Non, bien sûr. Sachant que de toute façon, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'antiviraux spécifiques du SARS-CoV-2 puisqu'on n'a pas eu le temps de les développer. Et puis pour ceux qu'on recycle d'ailleurs, l'interféron a peut-être l'air intéressant, même s'il agit sur l'autre. Pour les antiviraux d'action directe, l'opinavir, ritonavir, c'était pas terrible. L'arbidol, le truc chinois et russe qui était utilisé au début, c'est pas terrible non plus. Dans les trucs qui ont mieux marché, il y a le favipiravir, le remdesivir, celui de Gilead, de la boîte américaine qui est en train de le fabriquer en grande quantité. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Et évidemment, dans les études, la plupart des antiviraux ne marchent pas, des antiviraux des autres médicaments, mais certains marchent. Et un dernier petit point sur l'état de l'épidémie en Afrique, parce qu'on avait très peur pour un continent qui a des ressources médicales pas non plus faibles. Et a priori, il n'y a pas eu d'explosion. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus jeunes avec une population du coup moins à risque de formes graves? Alors, effectivement, j'aurais tendance à dire que c'est ça qui les protège plus. La structure d'âge de la population est vraiment pas du tout la même en Afrique que chez nous. Et après, il y a peut-être d'autres facteurs qu'on n'arrive pas à identifier pour le moment. Très bien. Ok, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau point du même type.
Et puis, n'hésitez pas à poser des questions sur l'outil de Mediscoop ou en commentaire YouTube et à partager cette vidéo si vous les trouvez utiles. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.